Sardo Lombardia, bonjour. Bonjour. Vous êtes encore le directeur du Festival interceltique de Lorient pour quelques semaines, quelques jours. Comment a commencé votre aventure interceltique? Et ça a commencé tout simplement parce que quand j'étais à la fac, j'étais étudiant en médecine et surtout j'étais très intéressé en psychiatrie. Et donc mon prof était marié avec une Bretonne. Lui, il a décidé à un moment déterminé, quand j'ai fini mon cours, voilà, il a réussi très bien. Il m'a dit, bon, étant donné que tu es intéressé pour la psychiatrie, je crois que ça te ferait bien, si tu souhaites continuer le chemin, d'aller faire des pratiques. Il m'a dit, en France, le docteur Go, s'appelait, G-O-T, va te recevoir à Villiers, à côté de Mousséillac, ça c'est en Bretagne. Donc je connaissais la France depuis quelques années parce qu'évidemment, quand tu voulais t'en sortir un peu des frontières espagnoles à l'époque, pour prendre un peu l'air, la température d'une certaine liberté, tu montais tu traversais les Pyrénées, voilà. Et j'arrive ici, à Villiers, à côté de Mousséillac, des domaines des prières, c'est un grand manoir. Et je vois, qu'est-ce que c'est ça, les gens ici, évidemment, ils sont en France, ils parlent français. Mais ça s'est fait que je trouve énormément de choses qui sont similaires à ma culture personnelle en Asturie, et je m'y retrouve. Mais par contre, j'ai découvert qu'il y avait un festival qui s'est passé à Lorient en août. Et donc, j'ai acheté beaucoup de musique bretonne, j'ai acheté beaucoup de bouquins. Et bon, voilà, je me suis intéressé beaucoup, j'ai lu beaucoup. En plus, à l'époque, il y avait une radio espagnole, c'était Radio 3. Qui faisait des émissions de musique internationale, notamment la nuit, et j'ai toujours été noctambule. Voilà, j'écoutais la musique avec qui j'étudiais, etc. Et donc, c'est la première fois que j'ai écouté de la musique bretonne véritablement enregistrée, c'était justement la renaissance de l'harpe celtique d'Estivelle. Comme ça. Donc 2 ans plus tard, j'ai convaincu 3 copains, 2 de la faculté de médecine d'Oviedo et d'autres qui faisaient d'autres études, pour venir à Pâques, faire un tour en vacances, faire les vacances de Pâques, ici en Bretagne. On a commencé par le nord, voilà, Saint-Malo, on a fait tous les tours de la Bretagne. À l'époque, en plus, nous étions encore une époque où nulle part, dans le monde catholique, il n'y avait rien du tout. Donc, tout était fermé, pas de cinéma, etc. Mais par contre, on s'est bien amusé en faisant des petites randonnées et en visitant les villes. Mais pas de musique, rien du tout. Et bon, pour finir le voyage, l'idée c'était de venir sur Carnac. J'ai toujours aimé beaucoup l'archéologie, donc venir sur Carnac et prendre des photos de mégalithes et visiter un peu les sites nord-américains, etc. Donc, plutôt que prendre la route du pont de Bonhomme, je me trompe. Et j'arrive en cœur de ville de Lorient, devant le palais des congrès, les dimanches de Pâques. Et j'entends un bignou. Et je demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit non, c'est la finale du camp à Boble. Parce qu'en plus c'était un fest-noz, bien sûr, de clôture. Et comme en plus l'économie à l'époque, entre l'Espagne et la France, il y avait un écart formidable, donc nous avions dans les coffrets de la voiture tout ce qu'il fallait. C'est pour ça qu'on a pris une bouteille un cognac, un brandy, pour ne pas insulter les cognacs. Et très populaire à l'époque, il y avait un taureau à l'extérieur, ça s'appelait Veterano. Et donc j'ai pris la bouteille, je l'ai mis sur la table. Et donc, à un moment terminé, arrive quelqu'un et dit, bon, avec ces bouteilles que vous avez sur la table, vous ne pouvez pas être que des Espagnols. Oui, voilà. Où est-ce que vous venez? Je viens du nord de l'Espagne, etc. Et la personne dit, ah, mais je connais les Asturies parce que j'ai invité des sonneurs des Asturies, etc. C'était un personnage qui s'appelait Pauline Monjarret, justement. Et donc, Pauline Monjarret commence à parler avec nous, il prend un petit verre avec nous, il a vu de la Guinness, comme toujours. On a commencé à parler, et 5 minutes après, arrive un type avec les cheveux longs, un pendentif métallique, un triskel, et c'était Alain Estivelle. Je suis tombé de la marmite. J'ai passé dans mon premier festival d'été en 1981. C'est là que j'ai vécu un festival à la taille de ces moments-là. Ce n'était pas la taille d'aujourd'hui, même en 2021 c'est plus grand encore. Mais c'était une ambiance formidable, etc. J'ai visité aussi la Bretagne. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, j'ai déposé un petit dossier que j'avais écrit pour que les comités de fête, ça s'appelait comme ça à l'époque, reconnaissance de notre réalité culturelle, traditionnelle et historique. Et en 1982, s'est produit la grande bousculade, le grand bousculement sociologique et politique en Espagne. La gauche prend le pouvoir, c'était la grande vague
l'IPS en Espagne qui avait fait 10 millions de votes, j'avais pris tous les pouvoirs, le pouvoir régional, le pouvoir bien sûr du gouvernement central et les mairies quelques mois plus tard. Et donc j'ai présenté un dossier à la ville d'Oviedo, la capitale des Asturies, pour faire un festival interceltique dans la capitale des Asturies, à Oviedo. Et avec l'idée qu'ils reprennent tout ça et le fassent. Donc à ce moment-là, ils disent oui, ton projet c'était très intéressant, la question c'est que nous ne connaissons rien. Donc si tu veux le faire, on le fait, mais sinon, difficilement nous pouvons le mettre en place. Et ils disent ok, d'accord, ils acceptent. Donc j'étais déjà un médecin et aussi venait d'être le père d'une petite fille. Et malgré tout, je me suis mis au boulot et bon, j'organisais ces premiers festivals. Festivals auxquels j'ai invité Corn Rock, la Brass Billimore qui faisait ce dernier moment en tant que formation, les groupes irlandais, les Séraliciens, etc. Et donc c'était mon premier festival interceltique. Et à la fin du festival, arrive un Irlandais qui avait eu connaissance de l'assistance et de moi-même et du festival par un autre Irlandais auquel je l'avais donné des photos de sa story. Donc il était scotché pour des choses qu'il voyait qu'il n'identifierait jamais avec l'Espagne ordinaire. Il dit voilà, je dois aller au Portugal, mais au mon retour, je vais en famille, je vais m'arrêter à Oviedo, on parlera. Et donc, il vient à Oviedo, il voit une expo que j'avais organisée. Il me dit bon, mais ça c'est magnifique, cette expo, il faut l'amener en Irlande. Il m'amène en Irlande bon, avec l'expo et j'ai pris avec moi 3 autres musiciens pour faire la fête. Et nous allons à Killarney, en Irlande, un festival de Killarney qui à l'époque organisait un truc qui était l'alternative à Eurovision, ça s'appelait Celta Vision, à Killarney en Irlande. Il y avait des délégations de différents pays avec une langue celtique. Donc qu'est-ce que je retrouve là? Bon, les Bretons qu'après j'ai gardé l'amitié et les contacts depuis longtemps, comme des Bottes de Guénégan, etc. Pauline Mojaret qui était encore là, et un tel Pichon, Emmanuel Plouette. Donc on a beaucoup discuté toute la semaine, beaucoup de jours. Voilà, et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il expliquait pas mal de choses. Mais alors, comment est-ce que vous n'êtes jamais venu en Bretagne? Il dit, ah, c'est un mystère pour moi. Mais bon, en tout cas, je vais continuer à travailler sur la lignée celtique parce que c'est notre culture que nous partageons et je trouve que l'interceltisme tel que j'ai pu découvrir à Lorient, c'est quelque chose qui colle parfaitement bien avec notre démarche à la fois identité, richesse et ouverture. Et donc, bon, et si Lorient finalement décide de nous inviter, très bien. Sinon, en tout cas, aucun problème, je continuerai à travailler avec les autres nations sans souci. Quelque part, je crois que ça pique un peu la curiosité, même un peu vexé, légèrement. Parce que je dis, bon, je m'en fiche, si Lorient n'avait rien de nous, hein, je vais continuer. Et donc, et quand ils sont venus, ils ont parlé à Jean-Pierre Pichard, qui était déjà secrétaire général du festival. Et un jour, quand j'étais dans mon cabinet de campagne avec une queue de... Parce que l'Espagne est encore aujourd'hui un service national de santé, c'est pas de la médecine concertée. Donc la fille de la standard me dit, et les ardeurs, il y a quelqu'un qui appelle, je ne comprends pas trop, mais je crois qu'il parle français. C'est lui qui parlait français, c'était Jean-Pierre Pichard. Et donc on a échangé au milieu de ma consultation, et voilà, je dois t'interrompre parce que c'est des patients qui sont là, mais en tout cas, voilà, tu m'appelles l'après-midi, on a commencé à parler. Alors il est venu en décembre avec une expo sur l'art celtique que j'ai accueilli, et je lui ai fait connaître un peu le groupe musical qui a commencé à travailler dans la musique des renouveaux folk, etc., un peu à l'égard de ce qui s'est passé en Bretagne aussi. Différent, mais bon, c'est dans la même lignée. Il m'a dit, ok, très bien, c'est très intéressant. Je crois que l'année prochaine, je peux vous inviter à venir, comme ça, tout le monde vous connaîtra, et c'est une façon de commencer les contacts, etc. C'est comme ça qu'à 1985, je viens à Lorient avec ma première délégation, avec un groupe qui s'appelle les Bellignos. Et à partir de 1985, pendant 22 ans, j'étais le délégué des Asturies jusqu'en 2007, où un jour, Jean-Pierre m'écrit un SMS, le SMS des Marais, bon, très moderne. Et c'était les réveillons de l'année de 2006. Et il m'envoie un SMS, il dit, bon, Lisardot, je suis à la maison du consul général de France à Édimbourg pour passer le réveillon de Noël. Et j'ai décidé de quitter le festival interceltique, partir en retraite en 2007. Est-ce que tu souhaites faire ma suite? Bon, 3 semaines plus tard, il m'écrit
un autre petit SMS, es-tu disponible? Oui, oui, voilà. Il m'appelle au téléphone, il me dit, oh, je t'avais envoyé un message. Oui, mais tu m'as envoyé un message, le réveillon de Noël, je dormais encore. Et bon, j'ai cru que c'était voilà, une proposition peut-être, mais surtout c'était une petite blague hein, des débuts de l'année. Donc voilà, on a commencé à parler, on s'est pris rendez-vous pour se rencontrer pendant un de ces voyages, comme j'ai fait par la suite, voilà, des contacts avec les différents délégués de chaque pays. Et après j'ai échangé avec le président à l'époque qui était Charles Maurice, je suis venu à Paris pour parler, discuter un petit peu, mais bon. Il y avait une famille, il y avait évidemment une épouse, des filles aussi, un boulot qui me prenait beaucoup de temps parce que j'étais le directeur des clubs de la presse. Il y avait un boulot véritablement qui prenait beaucoup de temps et même sérieux. En plus, et j'étais le programmateur et l'animateur avec un petit détail, je n'avais pas de budget. Je devais faire tout ça, un événement par jour. Et notre unique échange avec les gens qui venaient, c'était avoir un reflet important, des papiers importants dans la presse. En plus, j'avais une boîte de production musicale. En compatibilisant, j'avais arrêté la médecine, j'étais uniquement concentré à la culture. Donc, en compatibilisant mon travail dans le monde médiatique, dans le journal, c'était le journal le plus important des Asturies, et bon, l'activité culturelle. Tout ça. Et après, à chaque fois que j'ai demandé à Jean-Pierre, voilà, comment s'était organisé les festivals, etc., je ne réussissais pas, j'avais des sentiments en tout cas, je ne réussissais pas à connaître certainement les clés de l'organisation. C'est pour ça que j'ai pris mon temps de réflexion et je l'avais promis à Jean-Pierre de lui répondre, mais bon, j'ai traîné un peu, je n'étais pas du tout décidé. Et finalement, il m'appelle en juillet 2006, année de l'Australie. Et il m'a dit, bon voilà, tu m'avais promis de venir, mais tu ne réponds pas alors. Et il m'a dit, bon, alors j'ai décidé que je ne vais pas. Il m'a raccrochonné, fâché, parce que Jean-Pierre n'a jamais accepté un non par réponse. Et donc, on se connaissait très bien. Hein. Et donc, et bon voilà, j'ai continué, je suis venu à Lorient avec ma délégation ordinaire, comme chaque année. Je débarque à Lorient en 2006 avec ma délégation. Et je peux t'assurer que c'est une sorte d'harcèlement. J'ai pris mes pieds à Lorient et à chaque moment venaient un bénévole, les gens que je connaissais très bien, pour avoir fait la fête ensemble, pour avoir des échanges autres. Et tout le monde dit, tu vas venir, voilà, bref. Bon, finalement, après autant d'insistance, j'ai revu un peu ma copie et à la fin du festival, j'ai dit, ok, d'accord, tu sais quoi que je peux arriver à un accord. Célie était avec moi, ma femme était avec moi, mon épouse était là. Et donc voilà, on va voir tout ça et on va voir comment est-ce que je peux organiser mes choses. Comme chaque année nous faisons une réunion avec les délégués, quand les pays à l'honneur devient un tel pays, l'année précédente, on fait la réunion dans ce pays-là. Je me suis rencontré à Glasgow à discuter des derniers détails avant de venir présenter un projet au conseil d'administration ici à Lorient. Voilà, j'avais accordé avec la famille que je viendrais. En théorie, 3 semaines ici, 1 semaine à Oviedo. Évidemment, ça n'a été jamais possible. Et donc, si je ne voulais pas descendre, bon, ça pourrait venir, etc. Bon, les gens se sont passés complètement différents, mais en tout cas, les choses ont continué. La preuve qu'elle est encore là, c'est un miracle, mais bon, mais j'étais très pris. Et donc, après bon, beaucoup d'échanges, etc., à Glasgow, c'était acté. Donc, je suis venu ici le 16 décembre 2006 à présenter au conseil d'administration en ébauche des projets que j'avais. C'était que tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai compté faire, je l'ai dit. Alors, je n'ai pas trompé personne. C'est-à-dire que j'avais dit exactement ce que j'ai pensé. Et je me trouve aussi que le conseil d'administration, à ma grande surprise, n'a pas pris compte, après voilà, un invité qui nous raconte sa vie, après voilà, et ses projets, on décidera. Non, non, ils ont voté sur le coup. Et je sors de la réunion, il y avait les 2 rédacteurs en chef des 2 journaux locaux, le Télégramme et l'Ouest de France, qui m'attendaient. Donc je suis présenté comme les nouveaux directeurs du Festival interceltique de Lorient, avec Jean-Pierre, avec Bernard Lemeur qui était le vice-président, et les secrétaires, le président qui était à l'époque Jean-Charles Maurice, et les secrétaires de l'association qui étaient, en l'occurrence à l'époque aussi Jean Peters. Et donc voilà, devant la presse, ok, il me présente, sauf que je n'avais rien dit à mon patron. Et donc, comme je n'avais rien dit, je dis, mais là, en plus, c'est un journal. Alors, je me suis dit, l'agence France Presse, ça peut relayer les trucs.
Et je vais arriver à Oviedo et je me ferai engueuler parce que voilà, j'ai quitté sans rire, de rien dire. Alors la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé à Oviedo, c'est aller voir mon patron et dire voilà, je vais faire ça, c'est un bon moment, d'accord. Alors il faut trouver le plus rapidement possible quelqu'un qui me remplace parce qu'ils ont besoin de moi et moi que je dis oui, voilà. Ça traînait un peu, mais en tout cas, j'ai quitté le journal le 5 février 2007. Et le 7 février 2007, j'ai déposé mes valises ici à Lorient, 48 heures plus tard. Et à partir du 7 février, j'ai commencé, et voilà, je me suis installé et commencé à m'entraîner, à découvrir les rouages que j'aurais préféré connaître en amont. Et donc, voilà, j'étais dedans. Bon, voilà, une fois que tu acceptes, tu t'engages, tu vas. Et donc, Jean-Pierre avait prévu la date symbolique et rigolote du 1er avril. Donc, il m'a transféré les grands poissons d'avril fil le 1er avril 2007. Et bon, c'était mon premier jour comme directeur général du fil. Directeur, tout simplement, après le général, c'est une chose un peu complexe parfois, les titres. Et voilà, à partir du 1er avril 2007, je suis le directeur général du festival. Et donc, et voilà, je suis en 2021, donc 14 ans de présence à Lorient, avec 13 éditions, parce que l'année dernière a été une année blanche, comme tout le monde sait. Voilà la petite longue histoire. Est-ce qu'il y a dans toutes ces années-là un souvenir qui est pour toi peut-être le souvenir ou l'exemple de toutes ces années, de tous ces souvenirs? Si je dois garder récemment un grand moment, je ne peux pas avoir... Je n'oublierai jamais les 8 août 2021. En plus, quand je dis ça, je viens de réaliser que c'est l'anniversaire, jour par jour, de notre concert de 8 août 2020, avec les Vagadous. Et que nous étions là, enfin, en train d'éclore la carte blanche à tous les Vagadous première catégorie. Le nouveau président, Didier, et de Sonnerio me dit voilà, les Ardos, les gens t'apprécient beaucoup, nous savons que tu t'en vas, regarde à gauche. Je regarde à gauche. Et je vois dans la tribune nord du stade de Mossoir 400 musiciens habillés en costume qui se lèvent et commencent à jouer. C'était 12 bagages, 12 bagadous. Et bon, le bagadou des 12 bagages qui commencent à jouer la grande cornemuse et la bombarde et pour interpréter un morceau, c'était Santa Barbara Bendita. Joué avec énorme émotion et conviction, j'étais complètement touché et franchement, je ne l'oublierai jamais. Ils m'ont eu, comme on dit, parce qu'ils ne savaient rien du tout. Donc c'était un moment majeur. Et on te reverra donc l'année prochaine, ici en tant que festivalier. Oui, je viens en tant que festivalier. En plus, aujourd'hui, justement, que nous parlons, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais on vient d'annoncer qui sera le pays à l'honneur l'année prochaine. Et donc? C'est les Sacheries. Donc tu dois venir. J'y viendrai parce que je me suis investi avec notre délégué Iñaki avec le gouvernement actuel pour répéter l'année des Sacheries l'année prochaine. En tout cas, j'ai viendrai en festivalier et j'ai récupéré l'habitude de défiler la parade en costume astorien. Ah. Voilà, alors c'est un scoop que j'ai été donné. Un rendez-vous qu'on ne manquera pas. Merci beaucoup, Lissardo. Merci à toi. Ça a été un peu long, mais c'est vrai. Merci.